Mesdames, Messieurs, nous arrivons à Valorbe. Je pense que de faire le point un peu sur l'histoire de l'astrologie dans la région de Châtelloise. Parce que j'ai participé moi-même à une époque à ce phénomène. Et donc, j'aime bien que vous en rappeliez avec des gens comme Hitchler, justement, et comme Madame Bourquin, comme la fédération de Châtelloise. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a commencé, c'est parti du prof d'astrologie que j'avais, donc qui était M. Viennet, je ne sais pas si le nom dit quelque chose. Son prénom Gilles Viennet. Gilles Viennet, voilà. Ouais. Je l'ai rencontré à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Ouais, c'est dans cette période justement, quand il a arrêté les cours qu'il donnait à l'école de Micro, il est parti, lui, de l'idée de faire une fédération, une association d'astrologie, et qui regroupait justement pas mal de personnes, de ses élèves de Neuchâtel, plus encore après d'autres personnalités qui voulaient côtoyer pour aussi avoir des conférences organisées, pour faire découvrir l'astrologie un peu plus dans cette région. Parce qu'à Neuchâtel, il y avait beaucoup de personnes mais qui travaillaient chacun dans leur coin. M. Hitchler qui était plus un chercheur, qui a travaillé beaucoup sur les degrés symboliques, donc c'est vraiment là une des références actuelles dans les degrés symboliques. Et c'est vrai qu'il a, après, avec toutes ces personnes, un peu réuni toutes ces diverses courants même astrologiques. Ça commence en 89, la fédération, l'association qu'on a créée. J'étais dans le comité, mais pas vraiment impliqué comme président, avec une fonction bien précise. Et puis, c'est vrai que j'ai eu l'occasion sûrement de vous côtoyer aussi, parce qu'on avait organisé pas mal avec Elisabeth Tessier, avec 2-3 personnalités de l'astrologie à l'époque, où on avait fait des conférences. C'était quelqu'un de très dynamique, il faisait les soupers astrologiques une fois par mois, donc selon le signe en question. Et c'est vrai qu'il était, bien impliqué dans tout ça. La gestion, je dirais, de la fédération, à un moment donné, vers 91, il s'est arrêté la fédération. C'est qu'il avait, 91, il avait un peu, je pense, un petit peu les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits pour faire une revue qui s'appelait Étoile. Je dis quelques exemplaires. Voilà, qui était en papier même glacé, C'est une revue, en effet. Pour un début, c'était une revue digne de courrier de presse dans les kiosques. Ça a été un petit peu trop vite, je pense, et au niveau des frais, c'est vrai que ça n'arrivait plus à tourner. C'est un petit peu ce qui a fait qu'il y a eu un grand engouement, et puis après, ça s'est vraiment... Alors, Madame Bourquin, vous l'avez connue, quel a été son rôle? Parce qu'elle est venue souvent me voir à Paris. Voilà, alors, elle habitait le Jura, donc le Jura... je ne sais plus, c'était vers Porrentruy, ou je ne sais plus, dans une région de Léman ou Porrentruy. Alors, à part la fédération, là je ne l'ai pas beaucoup côtoyée, elle était justement pour tout ce qui était relations extérieures, d'aller rencontrer des personnalités, etc. Mais c'est vrai qu'à part ça, je l'ai peu connu, moi, à part dans les comités ou comme ça, quand on se retrouvait. Et puis, ce qui est drôle, c'est que M. Hitchler, qui était le président d'honneur de la fédération, il s'avère qu'il habitait à 400 mètres de chez moi, à Vol d'Oiseau, à Saint-Blaise, donc. D'accord. Et j'ai eu, malheureusement, la triste nouvelle d'apprendre que son épouse a pris contact avec moi par mon site. Il est décédé. Il est décédé fin 2006, à l'âge de 93 ans, je crois. Et elle m'a gentiment légué tous ses livres et toute sa bibliothèque. Une relation amicale avec vous, alors? Écoutez, ça m'a beaucoup touché, c'est vrai, parce que la fille de Madame M. Hitchler travaille à l'État de Neuchâtel aux contributions, qui est donc, comme je travaille moi à l'État aussi de Neuchâtel, ça a créé ce lien par rapport à mon site. Après, ils ont retrouvé que je travaille à l'État, puis surtout que j'habitais Saint-Blaise, et puis tout près, c'était assez loquace comme situation. Et puis, ensuite,
faisant partie de la fédération de la BDAF, comme vous avez aussi Oui. pas mal de débats avec, on a fait donc j'ai fait don de livres que j'avais déjà ou de certains bouquins aussi pour que ça puisse bénéficier aussi à d'autres personnes parce qu'ils vont mettre aussi plus tard en ligne normalement des livres et puis que ça puisse aussi profiter à tout un chacun. Et voilà comment j'ai de nouveau eu contact avec Madame Hitchler et c'est vrai qu'à 400 mètres à vol d'oiseau j'aurais pu partager des bons moments sans doute avec lui si j'avais su voilà. Si vous aviez prévu. Si j'avais prévu. Alors voilà un petit peu la relation que j'avais avec donc j'ai suivi beaucoup M. Viennet qui était mon prof d'astrologie au tout début que j'ai commencé l'astrologie. Donc j'ai commencé l'astrologie en 87 au niveau des cours. Je m'y intéressais déjà un petit peu avant, mais au niveau de littérature, comme ça, de mon côté. Puis après, c'est vrai que suivant j'ai été faire mon thème chez lui, puis après, j'ai suivi ses cours. Et puis, depuis, c'est vrai que lui, après, a arrêté les cours complètement, après la fédération. Et c'est vrai que j'ai plutôt travaillé en autodidacte par rapport à la base que j'avais reçue au niveau astrologie. C'est vrai que de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas un astrologue qui a fini d'apprendre. Ah non, c'est ça, c'est vrai que je crois que jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, on apprendra encore et toujours. Mais c'est aussi ça qui est enrichissant. Et maintenant, c'est vous qui enseignez alors? Alors maintenant, c'est moi qui enseigne, et c'est vrai que là, ça a commencé en 2008 par l'école Club Micro qui a pris contact avec moi l'année dernière, au début de l'année dernière. Et puis, ils avaient plus de cours depuis pas mal de temps. Et ils voulaient quelqu'un qui puisse repartir depuis le début, donner une bonne base. Et puis, ils ont eu, comme je regardais toujours un petit peu les tendances, ils ont eu pas mal de changements dans les profs sur Neuchâtel en tout cas. Et je pense qu'après, ils aimeraient bien pouvoir fidéliser une clientèle aussi qui reste dans le même courant un peu d'astrologie, avoir pour la base peut-être traditionnelle, puis partir sur une astrologie humaniste pour le deuxième. Ils aimeraient, je pense, un peu une continuité. C'est ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Eddy Mars qui avait enseigné à Migros à une époque. Oui, il y a très longtemps. Oui, mais moi je connais l'astrologie suisse depuis 30 ans. Oh là là. Ah ouais, donc Je l'ai rencontré 2 fois. ouais, moi je sais pas. C'est dans Neuchâtel, Genève. Genève, elle avait un problème justement de réglage de son logiciel parce que évidemment vu son âge, vous ne voyez plus grand chose, donc il fallait lui agrandir en fait les planètes. Et puis comme j'avais entendu parler d'elle, je me suis dit tiens, c'est peut-être l'occasion de ta connaissance. Et j'ai trouvé une femme charmante, malgré ses 80 ans, et ça je dis ça donc il y a moins de 10 ans. Qui avait toujours l'esprit alerte. On a discuté un tout petit peu et je lui ai parlé d'une chose que visiblement elle ne connaissait pas. On en a appris aussi d'autres, bien sûr. Et du coup, là, j'ai vu son regard pétiller. Elle était toute curieuse de pouvoir enfin avoir un petit truc en plus qu'il fallait qu'elle teste. C'est magnifique un stage. J'ai trouvé une femme en fait avec une énergie en fait, vraiment débordante, qui est rare à ce stade-là. Tout à fait, effectivement. Vous savez que moi je fréquente le monde astrologique suisse depuis une éternité, puisque nous avons organisé déjà des congrès à Genève il y a 30 ans, à l'Artimon justement. C'est d'ailleurs comme ça que je connais la personne qui s'occupe de la soirée ce soir. Pas M. Coursner, mais la personne qui chapeaute, voilà, qui c'est sous l'égide de l'Artimon de Genève. Et donc Madame Mars faisait partie des gens qui venaient, comme Madame Mercier, Francine Mercier. Vous savez que Francine Mercier et Monsieur Guiran se sont rencontrés dans mes colloques. D'accord. C'est à la suite de ça qu'ils se sont mariés. Donc c'est les années 79-80. D'ailleurs, il s'était créé le mouvement astrologique de Suisse romande. Sur le modèle du mouvement astrologique que nous avons, ils avaient créé le Mars. Ah oui, voilà. Donc c'est une époque avec Éric Veil aussi, bien sûr, qui venait à nos réunions. Et puis après, il y a eu évidemment tout le phénomène de l'astrologie sur Lucerne,
Vous êtes déjà allé au congrès internationaux de... Jamais? Vous-même non plus? C'était étonnant, j'aurais pensé. Il y en avait un tous les 4 ans, et c'est vrai qu'il n'était pas très fréquenté, mais enfin c'était la Suisse, entre 84 et 2000, la Suisse était un grand centre, la Suisse allemande, ou comment on dit, je sais pas comment, était un grand centre mondial d'astrologie. Il y avait un très très grand congrès tous les 4 ans où les gens du monde entier venaient. Ils sont très actifs. Vous n'avez jamais participé à tout ça? Non, jamais participé. D'accord. Il n'y a qu'à voir par exemple le site astro.com. C'est d'ailleurs autour de gens comme Claude Weiss, justement. Claude Weiss et puis les Huber qui organisaient ces congrès. C'est vrai que le site Astrologie, c'est incroyable. C'est vraiment des gens salariés là, qui sont... C'est une vraie entreprise et très compétente. Bon, ils ont... Tout n'est pas 100%, mais bon, au moins ils ont le mérite au moins de faire quelque chose et puis de faire avancer les choses. C'est très bien, c'est très bien. Non, c'est un site de référence parce qu'ils mettent à disposition tous les éphémérides en PDF. Ils ont une infrastructure au niveau de l'informatique qui est très forte. Alors on va peut-être passer à des choses plus techniques. Alors quelle est l'astrologie que vous promulguez ou que vous diffusez et que vous avez... Est-ce que c'est celle que vous avez reçue ou est-ce que c'est une autre astrologie? Moi je pense à la base bien sûr que c'est celle que j'ai reçue de M. Viennet. De M. Viennet qui est une astrologie, je dirais, traditionnelle, qu'on apprend au départ en tout cas. Après c'est sûr qu'après les cours, j'ai continué d'apprendre, mais selon des courants, oui, on apporte certaines autres données, certaines autres écoles. Mais je suis quand même un Capricorne, donc c'est vrai que je suis plus avec les choses assez terre-à-terre, assez astrologie tradition. Donc c'est vrai que j'ai cette tendance à ne pas faire de l'astrologie humaniste, je dirais plus psychologique et astrologie, je dirais, traditionnelle. C'est vrai que l'astrologie, je dirais, dite humaniste, me plaît beaucoup, mais j'arrive... Lausanne étant un grand centre d'astrologie humaniste, parce qu'il y a eu un colloque au mois d'octobre, il y a beaucoup d'astrologues humanistes sur de C'est vrai que j'ai plus de peine aussi en tant qu'autodidacte d'apprendre ce genre, cette école-là, personnellement. J'aime beaucoup l'astrologie psychologique, Lise Green, là j'en ai beaucoup à ce courant-là. J'aime beaucoup ce courant-là, donc astrologie, André Barbeau, Martine Barbeau, aussi l'astrologie psychologique de Lise Green. Et c'est vrai que c'est des choses qui me parlent plus que humanistes. Donc si on veut aussi après avoir par rapport à sa clientèle... Vous voulez dire que l'astrologie humaniste en fait se limite elle-même en quelque sorte? Non, je crois pas, non, alors pas du tout. Mais au fond de moi, j'arrive pas. J'arrive pas à adhérer au fond de moi à 100%. C'est vrai que je ne dis pas que je ne vais jamais changer parce que tout évolue, mais j'ai de la peine, moi, avec cette approche. Et c'est vrai qu'avec les clients, je ne me sentirais pas à l'aise avec le contact à ce style-là et à cette école-là, cette grande école d'astrologie-là. Mais c'est quelque chose qui... je suis allé voir Brigitte Maffray de Neuchâtel faire une conférence l'année dernière, en 2007, l'année dernière. Oui, je suis à l'écoute, mais pas pour ma clientèle c'est ça, mon chemin. Ça a été plus une astrologie, un chemin plus traditionnel, entre guillemets, de la famille Barbeau, que ce soit Martine Barbeau ou de Barbeau. Alors Stanislas Marquis, vous aviez l'intention vous rattachez plus ou moins au RH, plus ou moins vous avez l'intention de vous investir davantage dans cette astrologie humaniste, au contraire. En effet, mais pour l'instant on n'a pas de... Non mais je veux dire qu'il y a une raison, vous aviez une sensibilité, une attirance pour cette forme d'astrologie, probablement. Est-ce que vous comprenez les réticences de M. Gerbert, qui n'a d'ailleurs pas d'explicité d'ailleurs? Lise Green, pour moi, c'est de l'astrologie humaniste.
Ouais, non, Ça dépend tout ce qu'on appelle humaniste. Voilà, il y a un problème, vous évoquez un peut-être j'ai compris il y a un le mot, langage. vous pouvez développer en quoi Voilà, moi, vous dites pourquoi est-ce que ça vous gêne et qu'est-ce que ça vous gênerait de recevoir les gens dans une perspective Vous humaniste? avez raison, c'est vrai que ce qu'on entend pour l'astrologie humaniste, c'est plus une astrologie dite spirituelle. Ça, j'ai de la peine. Ah oui, d'accord. Spirituelle en passant un peu comme Brigitte Maffray, donc avec... Brigitte Maffray, vous parlez Oui. de l'astrologie holistique de Pierre Lassalle. Voilà, oui. Ah oui, d'accord. Qui me paraît plus une astrologie spirituelle. Moi, je l'appelle Oui. comme ça, c'est un peu mon langage à moi. Ah, mais vous assimilez l'astrologie holistique à l'astrologie humaniste. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. C'est un peu pour ça que je sais. Par contre, l'astrologie psychologique, je dis moi psychologique, divine, c'est vrai que c'est une astrologie humaniste où on prend l'humain et on essaye d'accompagner Bah, vous, monsieur Fatchin, qui connaissait vraiment tous les astrologues, enfin, est-ce que vous pourriez nous aider? Est-ce que vous pourriez enfin, ils ont fait appel à vous, disons, vous pourriez nous aider dans ce débat qui est un petit peu confus sur qu'est-ce que c'est que l'astrologie humaniste par rapport à d'autres astrologies? Si je me rappelle certains passages des livres d'Alexandre Ruperti, par exemple, lui, c'est centré sur la personne. Oui. Donc, c'est vrai que tout ce côté développement de la psychologie au sein même de l'astrologie est quelque chose de particulièrement utile. Et pour moi, c'est un passage pratiquement obligé. Mais est-ce que lui, pour tout astrologue qui se réclame de ce nom. Maintenant, c'est vrai que quand on va plus loin et qu'on passe de centrer sur l'humain à un tout encore plus grand, en fait l'astrologie transpersonnelle, à ce moment-là on se vite sur un côté plus spirituel, pour ne pas dire presque entre guillemets religieux, et là tout est permis. Parce que comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas en fait mesurer, chacun se raccroche en fait quelque part à ses croyances, à sa foi, et là en fait on a plus de difficultés pour comprendre vraiment où veulent en venir ces personnes. Évidemment, si maintenant c'est un guide intérieur qui se raccroche à quelque chose de plus grand que soi, peu importe si on appelle ça Dieu ou un autre terme, à ce moment-là, si c'est un besoin intérieur pour ces personnes, et bien, à la fois c'est magnifique pour eux. Maintenant, au niveau de la formation même des astrologues, est-ce que c'est quelque chose de nécessaire? Là, c'est un gros point d'interrogation. Justement, ce que je reproche à l'astrologie humaniste, c'est de désapprendre les bases de l'astrologie pour justement simplifier le tout dans un but spirituel qui vaut ce qu'il vaut. Il dépend en fait de chaque personne. Alors, j'ai souvent pas entendu parler de responsabilité chez les humanistes, comme si le fait de dire attention, faites attention à telle période de votre existence, là ça va être une période plus dangereuse, plus difficile, comme s'il fallait justement rien dire. Et ça, c'est ce côté qui se reproche justement à cette astrologie qui ferait mieux de se cantonner à ce qu'elle sert, et uniquement en fait à ce qu'elle pense savoir, et qu'elle ne marche pas sur les pieds des autres, sur les plates-bandes des autres astrologues qui justement, eux, ont plus d'assises sur le plan justement de l'événementiel. Oui, c'est sur le même fameux départ prévisionniste. Vous êtes toujours à la place. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce débat que vient encore de relancer monsieur Moi, le côté prévisionnel fait partie de l'astrologie, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est... Alors après, fait partie de l'astrologie, on peut pas l'imputer de ça. Après, il y a manière de la faire. Le coup de vouloir trop en faire, justement, et trop vouloir donner de détails. Voilà. Alors après, il y a manière et manière. Mais l'astrologie, pour moi, alors c'est clair que le débat, ben oui, il était dit que je ne suis pas trop mêlé, c'est vrai, parce que voilà, mais je reste quand même avec mon idée. Pardon? C'est vrai que... Oui.
L'autre jour, j'étais à une discussion, mardi dernier, les gens nous expliquaient que finalement, ils utilisaient l'astrologie prévisionnelle pour déterminer des dates avec lesquelles il fallait travailler avec le client. Et on lui disait, voilà, en telle année, il a dû se passer quelque chose d'important. Alors on focalisait la consultation sur le passé. Oui. Alors c'est clair qu'on peut toujours revenir bien sûr sur le passé des grandes étapes de la vie d'une personne. Ça c'est clair que c'est la prévision dans l'autre sens, où on leur parle de leur passé pour inclure après le présent, ou les personnes dans lequel cycle les personnes se trouvent après. Et si elles viennent nous voir, ça ne nous trouve pas par hasard, et c'est à un certain moment de leur vie, donc je pense qu'il y a une recherche de leur part. Donc c'est en comprenant souvent le passé, même si on ne parle pas forcément à la personne directement. Mais en tout cas, au moment où on étudie le thème, moi je me base aussi sur je recherche les événements passés, qu'est-ce qui a pu se passer, en tout cas au niveau des transits de Saturne, de Pluton, s'il y a eu des événements importants dans la vie. Alors justement, là nous avons actuellement un débat qui est sur le feu, là c'est la question des... Là, vous disiez que vous étiez très tard. La question de l'astronomie, jusqu'à quel point l'astrologie, les rapports entre astrologie et astronomie, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut se distinguer, comment elle se distingue de l'astronomie, l'astrologie, est-ce qu'elle a le droit d'utiliser des facteurs qui n'existent pas astronomiquement ou des cycles qui n'existent pas astronomiquement, quelle est sa marge de manœuvre, par exemple notre ami là, comme Fachin, lui, il est très intéressé par les NASA, qui sont le type même d'une astrologie, donc on ne comprend pas très bien les fondements astronomiques, si on veut. C'est la Lune. Oui, c'est ça, mais enfin, je veux dire, la répartition au niveau planétaire, elle n'implique pas une présence de la planète X ou Y à tel endroit, pendant tel endroit. Voilà. Donc, nous avons eu récemment une discussion à ce sujet qui allait assez loin, puisque on s'intéresse un petit peu plus actuellement à l'astronomie et il y avait la question de savoir s'il fallait prendre des planètes qui étaient invisibles au moment de la naissance. Je ne parle pas des planètes au-delà de Saturne, mais vous connaissez bien ces questions astronomiques, monsieur Fachin. Qu'est-ce que c'est? Parce que je crois qu'on est un petit peu dans la confusion. Alors, il y a des planètes il y a la question, par exemple, des constellations qu'on ne voit pas dans certaines régions. Alors, est-ce qu'une planète peut... Non, mais disons que les rayons, quand même, de ces étoiles qui envoient leur lumière sur la Terre touchent quand même la Terre. Oui. Ça veut dire que quelque part sur Terre, la lumière est visible. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, une masse comme Pluton, qui est quand même minime, puisque c'est seulement 1200 km de diamètre, qui se trouve à plus de 6 milliards de kilomètres, là on peut se poser vraiment la question du bien fondé de cette planète, alors qu'il y a un astre 2 fois plus gros qui traîne dans le même secteur du zodiaque, qui s'appelle UB 513, qui mesure 1200 km donc, sur la largeur et 2400 de large, autrement dit 2 fois plus. Alors, on sait que dans la ceinture de Kuiper, il y a un grand nombre justement de corps dont on ignore complètement l'existence et qui sont certainement plus gros que Pluton. Alors, est-ce qu'il y a en fait toute une influence qui proviendrait d'une zone, mais toute cette ceinture d'astéroïdes, là où se forment justement des comètes, forcément a une influence, mais laquelle? Moi, ma question, c'était, sans parler de la question de savoir s'il y a des astres qui sont visibles ou pas en soi, la question de la visibilité par rapport à un lieu donné. C'est-à-dire avant la naissance, planète visible ou pas visible, planète visible dans un hémisphère. Voilà, c'est ça. Parce que le sujet classique, bon, c'est un autre sujet que je voulais donc lancer. Donc oui, la question de la visibilité de l'astre au moment de la naissance. Alors moi, je suis un petit peu ignorant dans ce domaine. On a des discussions qui m'ont montré. Alors il y a les planètes qui sont bien sûr au-dessus de l'horizon, mais il y a aussi, disons, des parties, il y a des constellations zodiacales qui sont carrément pas visibles à un moment donné. Et ça correspond à quel cycle, le cycle du mouvement zodiacal? Écoutez, il faut combien de temps pour qu'une constellation redevienne visible?
Une constellation qui était visible à un moment donné. Il faut des millénaires. Non, qui redevienne visible par rapport à la Terre. Non, je parle pas de millénaires, je parle pas de la précision des équinoxes là. Je parle de la visibilité. Non, mais Sirius, par exemple, ne sera jamais visible dans nos contrées. Parce que sa latitude, sa déclinaison est trop basse. Mais quand on parle du zodiaque, on parle donc des 12 signes zodiacaux. On voit plus ou moins 12 constellations, mais on commence à revenir là-dessus. Et ces 12 constellations, elles ne sont pas visibles. C'est-à-dire pour moi, le vrai problème, touche à la lecture même de la carte. Ce qu'il faudrait, c'est une lecture en 3 dimensions. L'espace autour de nous est en 3 dimensions, alors que nous autres, pauvres astrologues, on se contente d'une vue en 2 dimensions. Déjà, quand on parle des déclinaisons, très souvent, en fait, j'ai des hauts là, moi je connais pas, alors qu'on voit très bien que les aspects de déclinaison sont toujours essentiels. Il y a toujours une énorme dynamique qui intervient quand deux planètes se trouvent. Oui, l'aspect ne pose pas de problème de possession avec l'aspect, ça c'est clair. Maintenant, cette visibilité, certainement, ça doit influencer, parce qu'on voit très bien quand une étoile se lève au moment de la naissance, la personne est beaucoup plus marquée par cette étoile. Ça, c'est une réalité, on l'observe, en quelque sorte, ça va colorer la personne de l'énergie de l'astre. Quand une planète se lève, également, on remarque une grande importance de cette planète. Maintenant, comment est-ce qu'il faut interpréter tout ça? Là, j'en suis pas encore là. Je n'ai pas encore réussi à me faire une idée précise tant qu'il y a des choses à faire et à apprendre. Si j'ai bien compris, vous considérez que la chose la plus certaine en astrologie, c'est au niveau astronomique, ce sont les aspects. Enfin, sur le plan. Est-ce qu'on peut discuter? Pas pour moi. Non, mais je veux dire que c'est la. Non, pas pour vous. Vous n'êtes pas forcément. Je veux dire, au point de vue astronomique. Ah oui. Vraiment votre position d'un point de vue astrologique. Oui. Mais là où l'astrologie ne pose le moins de problèmes par rapport à l'astronomie, c'est les aspects, encore que les aspects n'existent pas en astronomie. C'est-à-dire que l'aspect, je veux dire, ça n'a pas de pertinence. On peut le calculer astronomiquement, mais ça n'est pas pertinent. Un aspect 90 degrés, ça ne veut rien dire au niveau de la science astronomique ou de la science gravitationnelle. Donc l'astrologie va introduire des configurations qui sont fondées sur l'astronomie, mais qui n'ont pas de sens astronomiquement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a une subtilité, là, souvent, il y a des élèves qui ne comprennent pas la différence. Ils ne comprennent pas que lorsque un astrologue prend certaines choses de l'astronomie, il fait de l'astronomie, mais en même temps, il n'en fait pas. Il fait de l'astronomie, mais en même temps, il introduit des critères qui ne sont pas astronomiques. Et là, je pense que dans l'esprit d'une élève comme cette dame, je pense que c'est déjà, il y a une espèce de tour de passe-passe, parce que on dit, voilà, on fait de l'astronomie puisque l'aspect existe astronomiquement. Mais il dit astronomiquement, mais en même temps, l'intervalle qui est mis en avant par l'astrologue, lui, il ne fait pas sens pour l'astronome. C'est-à-dire qu'il ne fait pas sens au niveau d'une théorie du système solaire. On ne fait pas la même chose. Hein. Donc l'astronome, lui, il veut expliquer le truc, l'univers, il veut l'expliquer à tout le monde. Ils ont déjà dépassé depuis longtemps justement la simple frontière du système solaire. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est clair qu'ils s'en distinguent pas mal des aspects de 90 degrés entre les planètes parce que c'est pas le rôle de... Oui. Parce que de toute façon, ils contestent ce rôle-là, que ça a une influence sur nous ici-bas. Donc, eux, ça va pas. Alors, c'est quand même, je trouve, deux choses bien sympas. En tout cas, moi, je dis oui. Mais en même temps, moi, je rentre un peu dans ce débat. En même temps, quand vous faites une carte du ciel, quand vous faites le thème natal, vous rentrez dans une logique justement du tout astronomique. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, la naissance fait sens. Donc, d'un côté, vous avez une astrologie qui dit attention, je m'intéresse qu'à certaines configurations à certains moments. C'est là qu'on se distingue de l'astronomie, mais en même temps, l'astronomie revient par la fenêtre en disant mais oui, finalement, dès que quelqu'un est né, on va regarder sa carte du ciel. Ce qui veut supposer que justement, avec les aspects, on est dans la discontinuité, c'est-à-dire qu'il y a des aspects où il n'y en a pas, alors que la carte du ciel, c'est la continuité, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de signifiant, quel que soit le moment de la naissance. Ça fait partie de ces fameuses ambiguïtés
qui existent. Et pourquoi est-ce que la précision est si importante justement en astrologie, la précision astronomique? Pourquoi est-ce qu'elle joue un tellement grand rôle? Pourquoi Est-ce que c'est payant d'être précis en astrologie? Moi je ne peux pas faire autrement. Hein. Oui. Bon, mais bien sûr, attention, comme je pratique l'astrologie indienne, avec leur carte de division, les frontières sont tellement importantes que sitôt qu'on est un poil après, après justement avec les cartes de division, voilà, hein, où on divise par exemple pour la division 9, le Navamsa, on divise en fait 30 degrés par 9, ça donne des tranches de 3 degrés 20, mais si vous êtes à 3 degrés 21, tout de suite vous sautez. Oui. Et là encore, avec la Lune, c'est encore plus important parce qu'il faudrait en plus tenir compte de sa parallaxe. C'est-à-dire la position d'observation et non pas de la position au centre de la Terre comme c'est toujours le cas dans les événements. L'importance pour les astronomiens de la rectification de l'heure. Ça c'est essentiel. Ça, le cercle vicieux. Moi je sais que il y a très longtemps j'étais allé en Inde, c'était en 76. Donc c'est il y a longtemps. Eh bien, il y avait un astrogandien qui avait commencé à me poser des questions sur ma famille, sur mon père, etc. pour justement savoir si j'étais pas un peu plus ou un peu moins, etc. Donc, ce que dit Jean-François Fatchine, c'est pour pouvoir déjà inscrire la personne dans son thème, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'elle est née. Bon, alors, comme effectivement, sur une période extrêmement courte, il y a déjà un très grand nombre de possibilités, il trouvera toujours le truc qui correspond le mieux à la personne. Parce que finalement, sans vous donner une heure très très différente, on vous dira, voilà, bon, vous êtes plutôt ceci et ça. Donc c'est comme, finalement, c'est paradoxalement très souple. C'est très souple parce que ça permet d'adapter avec une certaine aisance l'astrologie à la personne. Et à dire, voilà, bon ben, je sais pas si vous faites, c'est plus très à la mode la rectification de... Non, c'est vrai que, oui, au niveau de l'astrologie indienne, comme le programme fait, je ne connais rien. C'est vrai que, pour être clair, je ne pratique pas du tout ce genre d'astrologie-là. Mais... Voilà, et c'est vrai que, mais je vois très bien, parce qu'avec le programme, on peut quand même avoir, mais il faudrait que je prenne des cours exprès pour ça, quoi, pour apprendre, parce que je ne maîtrise pas du tout. C'est vrai que c'est quelque chose qui, je suis parti dans cette astrologie plutôt traditionnelle, et voilà, je suis resté dans ce créneau-là. Alors dites-nous quelques mots sur... parce que vous êtes venu à Lausanne en fin de compte pour la conférence de ce soir. Voilà, exactement. Alors, qui est ce personnage que nous allons rencontrer, que j'ai d'ailleurs entendu, qui est ce personnage Christian Koursner? Il a quand même fait venir de Saint-Blaise, c'est quelqu'un d'important. Je suis venu l'année passée à la conférence, le premier volume qu'il avait fait sur le champ du Titan. Et oui, parce que c'est quelque chose qui me parle, parce que bon, c'est quand même les grands transits qu'on a actuellement qui développent notamment dans le Pluton, qui rentrait dans le Capricorne déjà fin de l'année 2008, et là il avait déjà fait un petit peu, déjà l'année passée, un petit topo là-dessus. Et c'est quelqu'un qui je suis arrivé par hasard il y avait cette conférence, et puis j'ai bien aimé le personnage qui est acteur de théâtre aussi, donc qui anime très bien et de manière très vivante ces conférences, et qui, ça me parle, effectivement, c'est une astrologie aussi pas mal comme Germain Ollet, et c'est un peu cette école-là, mais aussi avec, quand il parle d'un Pluton qui monte en Capricorne, lui il parle aussi d'un transit qui, pour moi c'est de l'astrologie traditionnelle, de ce que j'ai appris, c'est comme ça que je vois, que je le sens, quoi. Mais c'est quelqu'un de très très vivant dans ses conférences, très drôle aussi, et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu, quoi, de sa façon de parler d'astrologie. Voilà. Vous-même vous le connaissez, un tout petit peu. Vous l'aviez rencontré au mois de juin, je sais pas. Je ne le connais pas, je n'ai pas été à la première. C'est vrai que je l'ai découvert là, j'ai trouvé que c'était... et alors qu'il a une école d'astrologie depuis qu'il va fêter ses 20 ans. Les Banas, ouais. C'est quelqu'un qui faisait du théâtre à Paris, donc qui vivait de son métier, qui a tout plaqué à un moment donné, puis qui a ouvert son école d'astrologie sur Lausanne. Parce qu'à Paris, il avait l'idée, mais il disait, c'est réunir tous les soirs, tel et tel soir à Paris des
lui d'astrologie, c'était pas facile, alors il s'est dit, je vais en Suisse, comme il était suisse quand même à la base. Puis voilà, il est parti pour son école il y a 20 ans. C'est plus facile de faire ça en Suisse qu'à... Ouais, à Paris, pour lui en tout cas, de ce qu'on nous disait lors de la dernière conférence, c'était beaucoup plus difficile de discipliner des gens, d'intéresser, de venir régulièrement à des cours. Après, je sais pas, c'est son expérience. Hein. Alors, oui. Non, mais c'est quelqu'un de... Ouais, je dirais de très drôle, quoi. Oui. Mais très sérieux, mais très drôle, quoi. Et c'est quelqu'un qui, bien sûr, il a cette verve de l'acteur, quoi. Il anime ses conférences de manière très théâtrale aussi. Mais tout en étant très sérieux dans les conférences. Alors, il fait venir qui à ces conférences? Des astrologues ou simplement des publics? La dernière fois, il y avait M. Winkelmann, nous avons aussi... Oui, un ami de monsieur. Voilà, qui était là. Il y avait d'autres personnes, je sais plus son nom, qui faisaient aussi des astrologues, il y a de ses élèves, et puis il y a des gens de Lausanne. Mais il arrive à trouver un langage qui soit accessible à des gens qui ne connaissent pas bien l'astrologie, ou il faut déjà être initié ou Alors, formé? je dirais que c'est ouvert à tout le monde, et il fait l'effort, parce qu'il sait qu'il y a toujours dans ses conférences des personnes qui ne connaissent pas tout le jargon astrologique, et il fait toujours un effort, tout à coup il se reprend, parce que bien sûr, dans le feu de l'action, il oublie des moments, il y a peut-être des débutants, mais je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui parlent à d'autres personnes, il y a des gens qui sont déjà venus au moins une fois à cette conférence, j'ai trouvé par hasard, et puis qui ont bien son discours. J'aime le personnage aussi, c'est ça, je trouve qu'il est... On peut dire qu'il fait partie des astrologues médiatiques un peu, qui présentent l'astrologie au grand public. Je crois pas. Et il s'en défend quand même, en tout cas dans la dernière conférence, il a quand même... il s'est bien distancié des personnes comme Elisabeth Tessier et autres. Il a tout de suite mis presque à la moquerie un petit peu par rapport à ce genre d'astrologie trop médiatique. Lui, quand il fait un thème, c'est ce qu'il dit, donc il fait un thème, il reçoit la personne 2 à 3 heures de temps chez lui. Il ne peut pas faire plus court, quoi, parce que c'est sa passion, c'est son truc. Et il a besoin vraiment de prendre le temps avec le film. C'est pas l'industrie donc c'est non plus pas... il aimerait perpétuer par rapport à ses élèves, justement, cette façon de faire, et c'est ce qu'il enseigne à ses élèves. Qui sont justement souvent à ses conférences, et je crois qu'il a une bonne... Moi, je trouve qu'il ressemble bien à comment moi, en tout cas, je vois l'astrologie. C'est un petit peu dans ce sens-là que... Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François, de la façon dont on doit faire, présenter l'astrologie au public? Est-ce que l'astrologie peut améliorer son image de marque ou au contraire la dégrader? C'est clair que l'astrologie grand public, entre guillemets, est une astrologie mercantile qui ne sert vraiment à rien. L'horoscope dans les journaux, évidemment, je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que c'est un débat stérile, inutile. Attention, vous voyez le nombre de personnes qui sont nées pendant un mois. Alors, horoscope, attention aujourd'hui, vous aurez une jambe cassée à 7h15, 30 secondes. Et surtout à Neuchâtel, la semaine passée. Oui, surtout à Neuchâtel. C'est plus important. Oui, mais comment peut-on faire un constat, mais comment peut-on améliorer l'image? Oui, je crois qu'il faut... Il y a des astrologies qu'il faut mettre en avant. Je crois que c'est les praticiens qui doivent démontrer l'astrologie. L'astrologie, ça ne doit pas être une croyance, ça doit être démontré. C'est comme les maths, on n'y croit pas aux maths, c'est démontré. Il faut sortir un petit peu de cette ornière de croyance dans laquelle on a été placé par justement les médias pour simplement faire nos preuves. Plus une personne fait de prévisions correctes, pour autant qu'elle puisse le faire, parce que ça, c'est encore un autre débat, les heures de naissance qui sont faussées, etc., il y a toujours un problème, surtout quand on parle de grands personnages. Mais c'est en faisant nos preuves qu'on va y arriver, tout simplement. Il faut être bon, c'est tout. Alors justement, un des paradoxes, c'est qu'on parle beaucoup justement de la pratique, mais en réalité, cette pratique, elle est plus ou moins secrète, quelque part.
ça veut dire que personne ne la voit. Quelqu'un, un instant qui vous dit, moi j'ai des résultats extraordinaires dans ma pratique. Finalement, qu'est-ce qu'on en sait? Il n'y a que les clients, il n'y a que ces clients qui le savent un par un. Alors c'est d'où la tentation de prendre à témoin le public en faisant des annonces qui effectivement peuvent être testées. Mais non, mais je crois que là encore, c'est une question de partage du savoir. C'est important de partager, c'est important de dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est important justement de montrer